Tony, dis-moi, avec ce que tu vois comme expérience dans tes environnements de travail, c'est quoi les principales menaces en cybersécurité auxquelles les organisations là, font face aujourd'hui? Mais tu viens déjà de mentionner quelques éléments. Il y a des statistiques, il y en a plein, elles tournent toujours à peu près autour des mêmes chiffres. La principale menace, pour parler juste de menace, c'est le rançongiciel. C'est sûr que ça reste une des principales menaces des entreprises aujourd'hui. Et la majorité des incidents et des cyberattaques utilisent un facteur humain. Ça reste, les chiffres varient entre 70-90%, ça dépend des études, mais ça reste que c'est un facteur extrêmement important dans la réalisation d'une cyberattaque. Ça commence ou ça utilise très souvent le facteur humain pour réussir. Donc voilà, c'est souvent ça qu'on voit au niveau des attaques. OK. Euh, il y a plein de technologies avancées aujourd'hui de détection qui sont en place dans les organisations. Pourquoi que l'humain reste encore le maillon faible? Mais justement, les technologies, alors aujourd'hui, les technologies sont extrêmement avancées. Justement, les entreprises mettent beaucoup d'argent dans la technologie. C'est essentiel dans la protection d'une entreprise. Ça bloque énormément d'attaques. Donc, ça reste une composante essentielle, mais c'est pas infaillible. Ça sera jamais. Donc, les cybercriminels le savent. En fait, ils utilisent donc le facteur humain pour réussir parce que c'est plus facile. Et pourquoi aussi c'est plus facile? C'est parce qu'en fait, justement, les technologies évoluent à une vitesse phénoménale. Si on regarde 20 ans en arrière, c'était très facile de rentrer dans une entreprise via la technologie parce qu'elles n'étaient pas du tout avancées, justement. Et l'être humain, justement, est resté pareil. On investit peu sur l'humain dans la cybersécurité. C'est quelque chose qu'on oublie souvent ou qu'on n'a pas forcément conscience qu'il faut sécuriser. Et c'est ce qui fait en sorte que, justement, les cybercriminels l'utilisent. Et les méthodes d'il y a 20 ans sont plus ou moins encore les mêmes aujourd'hui, justement parce qu'on a peu investi là-dedans, en fait. Euh, Également, tu sais, que tu as beaucoup d'expérience, Tony, dans de grandes entreprises. À ce jour, en 2025, je pense, de mémoire, ça fait longtemps, hein, on parle de formation, de campagne obligatoire de formation en sécurité de l'information. Comment tu évaluerais aujourd'hui le niveau de maturité des organisations par rapport à ce sujet-là? Ben justement, ouais, je fais le lien avec ce que je viens de dire. Justement, les cybercriminels utilisent ce facteur humain parce que justement, le niveau de maturité globale est faible. Moi, ça fait, comme tu dis, ça fait longtemps que je fais de la cyber, à peu près 20 ans, et à peu près 7, 8 ans que je m'intéresse au facteur humain. Je suis tombé dedans un peu par hasard, mais j'ai découvert quelque chose qui me plaît beaucoup là-dedans. Puis j'ai découvert aussi comme un gros défi, justement, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire pour corriger ce facteur humain. Et le niveau de maturité global, j'ai vu beaucoup d'entreprises maintenant. J'ai fait de l'awareness dans à peu près 4 grosses entreprises. Et c'est un sujet qui m'a toujours un peu intéressé. J'ai toujours eu un pied dedans, on va dire. Et le awareness, globalement, aujourd'hui, est assez immature. Et même les entreprises, j'ai même envie de pousser plus loin, même les entreprises qui investissent là-dedans, en général, je vois qu'il y a quand même une incompréhension de qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que ça veut dire faire de l'awareness, en fait? Euh, Je vois les gens aussi en ligne, là, vous n'hésitez pas hein, à poser des questions, à soulever des interrogations que vous avez peut-être, là. Je mentionnais d'entrée de jeu là, qu'on voulait avoir une session interactive. Vous allez voir également, il n'y aura pas de PowerPoint. On met l'emphase sur le dialogue et le facteur humain, qui est un élément là, stratégique, je veux dire, du webinaire aujourd'hui. N'hésitez pas. Si je te posais, Tony, là, c'est quoi un bon programme de sensibilisation? On inclut quoi? Je parlais tout à l'heure de formation, de campagne d'hameçonnage. Y a-t-il d'autres éléments qui peuvent être pertinents pour un bon programme de sensibilisation? Alors, c'est une grande question. En fait, on pourrait faire une conférence rien que là-dessus, ou même une formation de plusieurs jours rien que sur le sujet. C'est un très gros sujet, mais un bon programme de sensibilisation. Justement, c'est pas juste de la communication, ou juste de la formation, ou juste du phishing. C'est vraiment déjà, ben, c'est focusé sur le risque humain. Puis ça, je pense qu'on parlait de maturité tout à l'heure. C'est ouais, la communication, en général, les gens le voient comme une façon de répondre aussi à de la compliance, des audits.
Donc, on fait des formations, on fait de la com, et on a souvent tendance, les experts de cyber ont tendance à prendre la communication, la formation comme quelque chose de magique qui va réduire un risque. Mais en fait, non, pas du tout. C'est vraiment déjà d'identifier ces risques humains. Puis ensuite, c'est d'avoir une stratégie basée sur le risque, donc un focus sur le risque et, et justement adapter ces formations, les campagnes de phishing, la communication, vraiment avoir une stratégie d'apprentissage ou de résolution du risque en fait. Et moi, j'ai beaucoup plus tendance, je commence beaucoup plus à parler de risque, de gestion de risque que de awareness, parce que le awareness ou sensibilisation, ça a de mauvaises connotations en fait dans le milieu de la cyber. Et j'ai plus envie de parler de gestion de risque et c'est un langage que les gens de cyber comprennent aussi. Si je comprends bien, tu favorises une approche qui est moins coercitive, mais plus collaborative avec les humains. On parlait d'entrée de jeu là, que 90% là, des attaques tu sais, trouvent leur origine là, dans le facteur humain. Euh, donc, au-delà des gens qui cliquent là, sur les liens frauduleux par courriel, là, y a-t-il d'autres risques que tu vois dans les organisations? Ouais, il y a des risques, il y en a beaucoup. Alors, c'est sûr que le phishing reste aujourd'hui le risque numéro un, justement, dans les méthodes pour justement faire des cyberattaques. Le phishing reste le risque numéro un, donc faut le traiter. C'est super important. Il y a plein de mécanismes et de comportements différents, rien que dans le phishing. Aujourd'hui, il y a aussi d'autres attaques d'ingénierie sociale. Le phishing, justement, il y en a de plus en plus. Avec l'arrivée de l'IA, justement, il y a de plus en plus de diversification au niveau de l'ingénierie sociale au sens large. Donc là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de comportements. Je dirais que c'est le focus principal d'un programme de sensibilisation aujourd'hui. Et après, ben, il y a plein d'autres comportements qu'on peut adresser aussi, la manipulation de données, le transfert de données, le partage de données, la gestion des accès, la gestion des mots de passe. Tout ça, c'est des comportements qu'on peut adresser dans un programme. Mais changer un comportement ou réduire un risque peut prendre beaucoup de temps, en fait. Donc, déjà, focuser sur l'ingénierie sociale, je pense qu'on va se prémunir de beaucoup de cyberattaques, en fait, qui utilisent ça, en fait. Génial. On a une première question, donc merci aux participants là, d'avoir cassé la glace sur cette session-là interactive. Donc, ce serait quoi ton avis? À ton avis, Tony, les principaux freins en entreprise à l'implémentation là, des mesures de sensibilisation aux enjeux avec la cybersécurité? Mais je dirais, il y a plein d'éléments derrière la question, mais les principaux freins, il y a souvent une incompréhension. Alors, il y a plusieurs incompréhensions. Déjà, une sensibilisation de la direction de l'entreprise. En fait, il faut que l'entreprise ait conscience qu'il y a des risques, justement, qu'il y a beaucoup de risques humains et donc déjà d'investir là-dedans. Donc, il y a déjà comprendre qu'il faut investir là-dedans. Et ensuite, un autre frein que je vois qui provient même des équipes de cyber elles-mêmes, c'est de comprendre que le risque humain, c'est une partie essentielle d'une protection d'entreprise. C'est pas juste la technologie, la gouvernance qui va corriger la sécurité de l'entreprise. Le risque humain doit faire partie de ça, donc de comprendre qu'est-ce qu'un risque humain, puis comment le traiter. Et comment le traiter, justement, c'est pas juste à base de com ou à base de formation uniquement. C'est vraiment un processus de gestion de risque et on a besoin des autres équipes de cyber aussi pour réussir à ça. Donc ouais, c'est ça, c'est la prise de conscience du risque. Je pense que c'est ça souvent le frein en fait pour démarrer ça en fait. Super, merci. Comment qu'on transpose cette approche-là en engagement, j'ai envie de dire, réel, concret pour les employés dans les organisations? L'engagement, mais j'utilise souvent ce mot moi justement dans mon quotidien. C'est la partie la plus importante et la plus difficile à faire. C'est vraiment de réussir à engager les gens parce que justement c'est un des éléments qui ne marche pas. Un autre frein à l'implémentation des programmes, c'est que les gens de cyber ou les programmes tels qu'ils sont conçus aujourd'hui sont souvent vus comme on voit souvent la cyber mauvais œil. En fait, les gens ne comprennent pas la cybersécurité et comprennent encore moins qu'ils doivent faire quelque chose pour la cybersécurité de l'entreprise. Donc, il faut les engager, leur expliquer justement, créer le pourquoi, expliquer le pourquoi de la cyber et le pourquoi on a besoin de toi. Puis c'est aussi vrai dans l'entreprise que dans la vie perso. Donc souvent, c'est facile d'aller chercher l'engagement dans la vie perso. Donc c'est d'expliquer vraiment le pourquoi on a besoin d'eux. Ça, c'est super important. Et très concrètement, ben, ça peut être de toujours, dès qu'on fait une com, une formation, n'importe quoi, d'expliquer ce fameux pourquoi avant d'aller dans le change ton mot de passe
ou dans la directive qu'on veut appliquer, en fait. Ça, c'est la finalité, en fait. On veut que les gens changent de comportement. Et tant qu'ils seront pas engagés, ils changeront pas de comportement parce qu'ils n'auront pas conscience qu'ils doivent faire quelque chose, en fait. Je sais pas si je suis clair dans ce que je raconte, mais Oui. c'est essentiel. Et on peut y passer du temps sur l'engagement, justement. On a une autre question ici. On parle de maturité dans les organisations. Est-ce que ça évalue également le niveau de formation puis de sensibilisation que doivent avoir les employés? Ben, c'est sûr que la formation et la sensibilisation des employés fait partie du niveau de maturité. Mais pour moi, un bon niveau de maturité, si on parle de culture, de sécurité ou c'est vraiment d'aller vraiment mesurer est-ce que mon risque humain baisse dans l'entreprise. Si on mesure pas le risque humain, si on voit pas une baisse dans ce fameux risque, justement, ben c'est que le niveau de maturité ne change pas, en fait. En fait, il faut mesurer ce risque humain. Peut-être qu'il manque si tu peux préciser peut-être la question, mais en gros, c'est ça. C'est ça que je vais répondre là-dessus, mais, Mais j'ai envie de faire du pouce sur la question. On parle de maturité, mais je vais l'amener de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des pièges à un programme de formation puis de sensibilisation où ça ne devient pas un automatisme là, d'envoyer un parcours de formation plus ou moins obligatoire, des campagnes d'hameçonnage, ou est-ce on se préoccupe pas trop des taux de clics? Donc, est-ce qu'on a des pièges ou est-ce qu'il y a des pièges à éviter? ai-je à éviter dans le programme, dans ce qu'on véhicule aux gens, c'est ça ta question? Exactement. Euh, Ce que je vois souvent, comme tu veux dire un peu les erreurs qu'on verrait ou les pièges des programmes, ce que je vois souvent comme erreur, on veut trop en dire. Les experts de cyber veulent trop en dire, donc on surcommunique autant en termes de nombre de com, de formation, mais aussi en termes de sujet. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, focus sur des risques. On est mieux de corriger un, deux ou trois risques par année que de vouloir en dire trop, parce que finalement l'employé va se noyer dans trop d'informations. Et en fait, c'est ça aussi qui crée une mauvaise image des équipes de cybersécurité. C'est que si on parle trop souvent à l'employé, si on le noie dans beaucoup d'informations, donc c'est d'en dire trop et aussi en même temps, les gens, en général, les gens de cyber sont trop techniques. Donc d'être capable, et en fait, moi j'en fais un point central en fait en human risk et c'est pas évident. Même pour des experts de com, des experts de com aussi, je vois que des fois c'est pas évident de savoir quoi véhiculer, comment le véhiculer. En fait, il faut véhiculer, la qualité du contenu est super importante en fait. De véhiculer des messages simples en fait, mais de les véhiculer souvent dans différents canaux, dans différents médias ou dans différents, même vraiment de réussir à s'insérer dans les processus des employés pour éviter d'amener une surcharge en fait. De tiens, arrête-toi pendant une heure, je vais te parler de cyber. Non, c'est dans mon quotidien, rajoute des éléments qui vont me faire prendre conscience de la cybersécurité. Donc c'est les pièges, ouais, il y en a. Et en fait, pareil, on pourrait faire une conférence sur le sujet aussi, mais trop technique, trop d'informations. Ça, je dirais, c'est les deux principaux qu'on voit beaucoup, beaucoup. Et le côté que tu mentionnais un peu tout à l'heure, le côté souvent punitif un peu. On a cette tendance à vouloir punir la personne qui clique trop. Non, la personne qui clique trop, c'est souvent quelqu'un qui n'a pas compris. Donc allons lui expliquer plutôt que de chercher à le punir en fait. Une approche plus collaborative, éducative, Ouais. effectivement. Ça m'amène aussi le volet gestion en moi, là, donc indicateur. Euh, on parle du facteur humain. Vous avez parlé également des taux de clic. Donc, est-ce qu'il y a d'autres indicateurs qui pourraient nous permettre de mesurer l'efficience ou l'efficacité d'un programme de sensibilisation? Ouais. Alors ça, c'est le sujet qui fâche souvent dans le human risk, c'est de réussir à mesurer, parce qu'une culture, c'est difficile à mesurer. Mais oui, il y a des mesures. Donc il y a effectivement le phishing, c'est ce qu'il y a de plus facile parce que tout le monde le fait, il y a des solutions, c'est facile de mesurer. Donc ça, c'est vraiment, puis il faut le faire, il faut continuer de le faire. Mesurer les campagnes de phishing, parce que c'est un des plus gros risques aussi, on l'a mentionné. Le mesurer dans la vraie vie aussi. Ça, je vois peu d'entreprises qui le font. Est-ce que les gens vont signaler des vrais incidents, des vrais phishing? Est-ce que les gens vont cliquer aussi sur des vrais phishing qui rentrent dans l'entreprise? Donc, d'aller mesurer ça aussi, ça permet de voir justement l'efficacité du programme. Est-ce que ça se matérialise au-delà des campagnes tests qu'on envoie? Donc ça, c'est intéressant à mesurer. Après, des mesures, peut y en avoir pas mal en fonction des risques qu'on veut mesurer. Par exemple, dans une ancienne vie, on avait mesuré les mots de passe, la robustesse des mots de passe. On peut quand même mesurer le taux d'engagement des gens aussi. C'est sûr que là, on mesure pas un risque, mais s'ils font leur formation,
si ils lisent nos communications, ça reste quand même une mesure qui vaut quelque chose. C'est pas la plus pertinente pour voir si notre risque baisse, mais elle est intéressante pour voir si ce qu'on fait crée de l'engagement. C'est quand même important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, ça va dépendre des risques. On peut mesurer les fuites d'informations si on s'intéresse à justement la donnée. Est-ce que les gens changent leur comportement? Il y a pas mal de mesures qu'on peut aller chercher en fonction du risque. Il y a toujours une mesure associée au risque pratiquement, mais en gros, c'est pas mal ce qu'on voit pour l'instant sur le marché. Comme le marché est pas très mature encore, on a de la difficulté à aller mesurer beaucoup de choses. Et déjà, si on arrive à mesurer ça, c'est très très bien. Et après, c'est de réussir à véhiculer ces mesures dans une ancienne entreprise, on véhiculait justement des tableaux de bord aux gestionnaires qui avaient une vue sur leur équipe, justement, leur niveau de maturité de l'équipe. Est-ce qu'ils cliquent? Est-ce qu'ils signalent bien? Est-ce qu'ils font leur formation, etc. Ça donne quand même un certain niveau de mesure et ça, justement, ça, en même temps, ça crée l'engagement des gestionnaires qui vont véhiculer ça à leurs équipes aussi. Donc, c'est intéressant aussi pour véhiculer une culture. Parlais là je veux dire, d'immaturité là, des programmes de formation puis de sensibilisation. Si je vais dans ce sens-là et que j'ai à bâtir là, de la page blanche, un parcours de formation et de sensibilisation, euh, ça serait quoi tes conseils de partir avec un contenu plus générique, de partir avec des formations peut-être plus personnalisées selon le type d'emploi là, dans les organisations? Donc, comment je pourrais m'y prendre là, si j'ai une page blanche devant moi? Gros sujet aussi. Mais pour démarrer, moi, je suis quand même assez convaincu. Le spécifique, il en faut, surtout dans les grosses entreprises qui ont vraiment des lignes d'affaires bien spécifiques. Sur les risques d'ingénierie sociale, sur les risques de base, on peut parler à tout le monde plus ou moins de la même façon. Donc, j'irai pas dans le spécifique pour commencer. J'identifierai mes risques en premier. Donc, un risque, ça peut être par exemple, on veut que les gens, un comportement classique, on va prendre, on veut que les gens signalent les courriels de phishing. Donc, on va baser on se dit dans les 3, 4 prochains mois, on ne véhicule que ça. On ne parle que de signalement de phishing. On véhicule donc la manière de le faire. Ça se peut aussi que dans l'entreprise, il n'y a pas de bouton de signalement, par exemple, dans l'Outlook. Donc ça fait partie aussi pour moi d'une équipe de sensibilisation d'aller influencer pour installer de bons outils. Parce qu'on ne veut pas que le comportement soit trop difficile pour l'employé. Donc on doit aussi influencer d'autres équipes. Donc de focuser la formation sur ce comportement, toutes les communications, tout ce qu'on va faire en fait, d'avoir un processus de gestion de changement en fait basé sur le comportement et de pas commencer à faire une formation sur le bouton de signalement puis une communication sur le mot de passe et de partir un peu dans tous les sens. Euh, En gros, c'est un peu ça. Donc de focuser puis vraiment de baser même les campagnes de phishing au début, si on veut, pour moi, il faut l'axer sur le comportement aussi. Si on veut que les gens signalent, apprennent à signaler, il faut des phishing très faciles. Ça, parfois, j'ai remarqué que les gens avaient de la difficulté à comprendre ça aussi dans les entreprises. Ouais, mais si on fait trop facile, les gens, ils vont détecter facilement. Ouais, mais là, ce que tu veux mesurer, c'est si les gens signalent. Si ton phishing est trop difficile, c'est pas ça que tu vas mesurer. Donc là, on veut véhiculer le bouton de signalement, donc on commence comme ça. Souvent, c'est un des premiers comportements qu'on veut véhiculer. Puis après, on passe à un autre comportement. Par exemple, détecter l'adresse mail expéditeur. On veut que les gens regardent l'expéditeur d'un message, que ce soit un mail, un WhatsApp, un message texte, n'importe quoi. On va focuser notre formation sur ce comportement. Puis après, on va le véhiculer partout, via des communications, via des vidéos, via des posters, enfin, peu importe les moyens, mais on va multiplier aussi les moyens. Puis ce qu'il faut, c'est répéter souvent le message, mais de manière très courte. En fait, il faut pas prendre trop de temps aux employés, en fait. Ça, c'est les bonnes façons de réussir, en fait. OK. Euh, Tantôt, si j'essaie de faire du pouce là, sur ce que tu mentionnais tout à l'heure, donc approche éducative, collaborative, faut faire des tests, il faut essayer. Donc, j'imagine qu'on veut faire une approche, j'ai envie de dire, excusez-moi l'anglicisme, là, mais train the trainer. Donc, est-ce qu'on devrait favoriser davantage, par exemple, les personnes qui ont le bon réflexe en rapportant un courriel potentiellement frauduleux? Donc, j'ai envie de dire, est-ce qu'un réseau d'ambassadeurs est envisageable et c'est une bonne pratique dans les organisations à mettre en place pour justement développer le muscle de comportement de cybersécuritaire? Ouais, bonne question. Ouais. Un réseau d'ambassadeurs, ouais, c'est très efficace justement. Et ça va dépendre après de la culture. En fait, il faut toujours aussi adapter ce qu'on fait à la culture de l'entreprise. Ça dépend. Dans certaines entreprises, il y a une facilité de communication qui existe déjà.
Donc le réseau d'ambassadeurs, dans tous les cas, c'est pertinent. Parfois, il va juste amplifier ce qu'on fait déjà. Parfois, ça va être même la source principale pour véhiculer l'information. Donc, ouais, un réseau d'ambassadeurs, dans tous les cas, c'est efficace. Et c'est surtout efficace dans le sens où, souvent, il faut les recruter sur une base de volontariat et non pas forcer les gens à être ambassadeurs. Si on fait ça, on a par défaut des gens qui sont déjà engagés, qui sont intéressés par la cyber et on s'en rend pas forcément compte avant de le faire, mais c'est des gens qui travaillent à notre place gratuitement et qui aiment le faire. Donc c'est extrêmement puissant un réseau d'ambassadeurs. Il faut les alimenter justement régulièrement avec de l'information pertinente et ils vont nous véhiculer beaucoup de choses. Donc ouais, c'est très pertinent. Il faut un réseau d'ambassadeurs dans un programme de awareness. Ouais. Euh, Puis au niveau des campagnes de formation, c'est au-delà du contenu, j'ai envie de dire statique, là, de la formation qui dure 30 minutes et avec le petit examen à la fin. Est-ce qu'il y a d'autres techniques de sensibilisation qui peuvent être tout aussi intéressantes là, pour les organisations? Alors, mais il y a justement plein de façons. Alors, basé sur notre risque, la formation, souvent, ça donne un peu une base. On essaye d'y aller au plus court possible maintenant, justement, de répéter l'information souvent, mais de manière courte. Donc la formation, de l'amener dans des processus existants. Je pense souvent, parce qu'on m'a souvent fait la remarque, si on signale un mail dans Outlook et qu'on a un pop-up qui nous dit Hey, good job, puis qu'on explique pourquoi c'est bien de l'avoir fait. C'est des petites choses comme ça. C'est de l'apprentissage en fait en continu, de rappeler le message souvent. Après, c'est sûr, il y a le classique, là, les communications, les ambassadeurs qui vont véhiculer le message. Les ambassadeurs sont très utiles aussi dans ce cas-là pour le véhiculer de manière spécifique à là où ils sont. Ça peut être dans des écrans, s'ils travaillent, je sais pas, mais c'est n'importe quoi, dans une agence, puis qu'il y a plein d'écrans, ils peuvent véhiculer des messages sur l'écran. Donc c'est vraiment de le répéter de manière continue et de la bonne façon, en fait, là où les gens travaillent. Après, sinon, ça reste des méthodes plutôt classiques, mais c'est plus d'y aller de manière courte, en fait, je dirais la tendance, et d'arrêter justement le fameux 30 minutes ou 1 heure annuelle, et puis s'arrêter là. Ça, c'est peu efficace. C'est bien pour la compliance, mais c'est peu efficace pour changer un comportement ou un risque. Donc, c'est de répéter. Il n'y a pas forcément de moyen, on va dire, révolutionnaire. C'est vraiment de répéter, puis de faire des choses un peu, les vidéos à la TikTok, ça marche bien aussi, des trucs très courts, très brefs. Expliquer le comportement en 30 secondes, c'est efficace. Puis, ça inclut toutes les nouvelles générations aussi là-dedans qui ont l'habitude de ça, mais de véhiculer de différentes façons en fait. Et c'est de l'apprentissage en continu en fait. C'est ça les bonnes méthodes aujourd'hui. Parlais des nombreuses années d'expérience que tu as, Tony, là. On en est où aujourd'hui, là? Une organisation, là, tantôt j'étais à la page blanche, là, mais là, on a évolué très rapidement. Et là, aujourd'hui, je suis à jour, là. On voit quoi dans les organisations aujourd'hui pour avoir un programme de formation puis de sensibilisation qui est à la fine pointe, là, des nouvelles techniques? Euh, Attends, je vais. Est-ce que tu veux dire qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui en termes de programmes dans les entreprises matures ou qu'est-ce qu'on aimerait voir On va y aller dans l'actuel. Qu'est-ce qu'on veut avoir dans l'organisation aujourd'hui, là? dans les, euh, dans les nouvelles tendances? Ce qu'on commence à voir, c'est l'IA qui arrive beaucoup dans les programmes de sensibilisation. Autant côté attaquant, donc les attaques sont de plus en plus sophistiquées, donc il faut s'adapter à ça, il faut adapter notre contenu à ça. Sinon, dans les bonnes façons de faire, c'est sûr que l'IA arrive beaucoup dans les outils. Aujourd'hui, créer une vidéo, il n'y a plus besoin d'embaucher un prestataire qui va nous coûter très cher. On peut créer des vidéos justement de 30 secondes, 1 minute avec de l'IA très facilement. Donc, au niveau création des éléments, ça se fait de plus en plus facilement. Un truc qui commence à arriver, qui va être vraiment intéressant, c'est vraiment l'automatisation. Par exemple, plutôt que d'envoyer le même phishing à tout le monde, Carl, je t'envoie un phishing demain, euh, t'es bon, bah, je t'envoie quelque chose de plus difficile et je vais personnaliser le awareness sur la personne. Je vais lui envoyer du contenu de sensibilisation qui va être plus pertinent pour la personne, pour son métier, pour son niveau de compréhension et aussi pour le métier que la personne fait. Donc il y a vraiment la personnalisation et l'automatisation de plein de choses qui est en train d'arriver tranquillement.
qui va prendre beaucoup de place dans le awareness et ça va justement faire en sorte qu'on fera des choses plus pertinentes pour les gens, donc on sera plus écouté aussi. Donc, tantôt tu parlais de risque, là, donc basé sur le risque humain de chacun des employés dans l'organisation. Je crois comprendre qu'on pourrait avoir un score de risque par individu et les nouvelles techniques basées sur l'IA, sur l'automatisation pourraient permettre de raffiner les campagnes pour les avoir plus dynamiques, basées sur le score, c'est que du risque de chacun des employés pour Ouais. ajuster là, le degré d'intensité d'un phishing ou d'une campagne de phishing, par exemple. Exactement, mais tu parles même d'un truc super intéressant de risque humain par individu, et c'est vraiment vers ça qu'il faut aller justement. Et à la limite que chaque personne soit consciente de son niveau de risque, tu verrais justement est-ce que tu es jaune, orange, vert en fonction de ton risque. Donc je pense que c'est l'avenir un peu de l'awareness, et puis ça va créer facilement de l'engagement. Personne ne veut être dans le rouge dans n'importe quel domaine. Si aujourd'hui on avait une application tous sur notre téléphone qui nous disait, ah, vous êtes un citoyen orange, on se dirait, hey, qu'est-ce que je fais de mal? Donc, en cyber, c'est pareil, en fait. Je pense qu'on s'en va vers ça, justement, un niveau de risque par employé, ouais. Puis je réfléchis en même temps, on est très dans les nouvelles tendances, dans le futur, super, mais avec les technologies, tu sais, j'ai envie de dire perturbatrices, là, le deepfake, puis tu sais, recopier l'image, la voix d'une personne. Est-ce qu'on peut revenir également j'ai envie de dire, de vieilles techniques, donc par exemple, un code que seul toi, Tony et moi connaît, si jamais on usurpait mon identité ou ma voix ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que ça peut être une bonne approche aussi de revenir, écoute, un bon vieil appel téléphonique entre Carl et Tony avec un mot de passe que juste toi et moi connais, là, 1, 2, 3, 4 exemple, là, pour nous assurer qu'on parle à la bonne personne parce que tu sais, je vois l'évolution très, très, très pertinente avec les outils, puis l'intelligence artificielle, mais de l'autre côté, il y a quand même un risque avec ces technologies perturbatrices-là qui pourrait amener d'autres risques. Donc, est-ce qu'on voit ça aussi de ton côté? Tout ce qui est, on en parle énormément en ce moment, justement, tout ce qui est deepfake, les voix, enfin, de faire beaucoup, il y a beaucoup d'attaques, justement, au niveau des tendances d'attaque, on en voit de plus en plus. C'est ce qui fait en sorte aussi, peut-être que le phishing perd un petit peu en pourcentage dans les statistiques. Mais je dirais qu'en fait, moi, mon avis là-dessus, c'est que le comportement reste le même. Si demain, tu m'appelles puis tu me demandes un virement de 100 000 $, je vais tout de suite avoir le bon réflexe de me dire, bah non, c'est probablement pas lui qui m'appelle. Et si tu me demandes quelque chose de sensible, il faut que je vérifie en fait l'information par un autre canal. Enfin, en fait, les bonnes pratiques, selon moi, les bonnes pratiques ne changent pas selon que ce soit une vidéo. C'est sûr que les attaques sont plus réalistes, donc ça fait peur aux gens. Mais si on applique les bons réflexes qu'on a sur un email, ça s'applique de la même façon sur un deepfake. Et en fait, ce qu'on veut juste éviter. Donc en fait, en fait, c'est d'appliquer les mêmes comportements, mais c'est juste d'informer les gens, justement, d'ajouter dans notre awareness. Et attention, maintenant, c'est plus que par phishing ou texto. Tu peux avoir exactement quelqu'un que tu connais qui t'appelle via un deepfake, la voix, etc. Donc c'est d'informer les gens, mais je dirais que les méthodes n'en vont pas changer. On va rester sur les mêmes comportements, les mêmes réflexes, mais faut pas oublier d'informer les gens dans nos programmes. Et c'est pour ça qu'il faut se tenir à jour un peu des attaques, de l'évolution. Mais en soi, les comportements vont pas changer qu'on veut véhiculer. OK. OK. Je regarde toujours là, le clavardage. Si jamais on a des collègues à distance là, qui ont des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, hein. Donc, si je te posais une dernière question, Tony, si tu as une action à diffuser pour renforcer là, les comportements cybersécuritaires et minimiser le risque humain, ça serait quoi? En résumé, je dirais focus sur ce comportement, répétition et j'ai envie de dire empathie. Je l'ai pas dit dans les 30 dernières minutes. J'utilise beaucoup, enfin, je suis quelqu'un de très empathique. Je pense que ça m'aide beaucoup dans ce que je fais. C'est de se mettre à la place de l'utilisateur et de se dire qu'est-ce que moi j'aimerais recevoir comme information pour changer En fait, moi, ce que je me dis souvent, comment j'aimerais recevoir l'information sur un sujet qui m'intéresse pas du tout. En fait, je me mets à la place de quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé. Je me dis comment j'aimerais avoir l'info pour changer de comportement. Puis ça m'aide.
à bâtir du contenu de qualité en fait. C'est beaucoup ça. C'est donc ouais, focus sur un comportement aussi. Euh, Question à distance, quels sont les signes dans une entreprise qui laissent croire que ses employés sont assez bien sensibilisés aux enjeux de la cybersécurité? Alors, je connais la personne qui pose la question. Quels sont les signes? Donc, j'imagine qu'il veut sûrement dire les signes autres que des données, des données. Ben, c'est que les gens, en fait, pour moi, une bonne culture de sécurité, c'est que les gens viennent voir les équipes de cybersécurité. C'est que les gens ont les bons réflexes, pensent sécurité. Et justement, on l'a vu on a travaillé dans la même entreprise avec la personne qui pose la question, on l'avait vu. C'est les gens qui vont venir nous voir pour nous poser des questions de sécurité, qui vont avoir conscience, tiens, je dois transférer un fichier sensible à un collègue. Je sais que c'est sensible. Je connais pas le bon comportement, mais j'ai le réflexe d'aller voir la cyber pour leur demander comment je fais ça. Donc ça, c'est un signe, un grand signe, en fait, c'est que les gens parlent de cyber, les gens ont les réflexes d'aller poser des questions. Et c'est ça qu'on veut générer dans une entreprise. On veut pas forcément véhiculer toutes nos politiques, toutes nos directives, toutes nos normes. On veut que les gens aient les bons réflexes d'aller voir les équipes ou à terme, on en parlait tout à l'heure avec Carl, c'est à terme de même d'interroger un chatbot ou n'importe quoi, mais d'avoir le réflexe de se dire, oh, ça c'est sensible, faut que je fasse attention, c'est quoi la procédure dans mon entreprise? Ça, c'est un signe extrêmement fort d'une culture de sécurité. Si. Euh, Si je regarde encore à distance, je vois pas d'autres questions. Oh oui! Donc, que faire dans le cadre d'un programme de sensibilisation auprès des employés qui tombent toujours dans le piège des campagnes d'hameçonnage? On va La, dire donc, un serial clicker. Donc, comment qu'on traite? la réponse est quand même pour être assez longue, là, ça pourrait encore une fois faire l'objet d'une conférence complète. À la base, déjà, c'est d'avoir un bon programme de phishing pour réduire au maximum les gens qui cliquent à répétition. C'est sûr que plus le programme va être mature, plus justement toute la formation, l'apprentissage, l'engagement a été créé, moins les gens vont cliquer à répétition. Et après, ben, c'est de prendre ces gens qui cliquent à répétition, puis de définir aussi qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est à risque dans l'entreprise. Donc ça, c'est assez dépendant de l'entreprise aussi, mais de définir, admettons ceux qui donnent 3 fois leur mot de passe au cours du trimestre ou 2 fois, je les considère comme des récidivistes. Et puis bah, c'est de faire un programme d'apprentissage et non pas punitif uniquement sur ces personnes. Souvent, dans 99% des cas, c'est des gens qui n'ont soit pas reçu l'information parce qu'ils font partie d'une ligne d'affaires qui est peut-être pas, qui lit pas ses mails, par exemple. Donc, souvent, c'est des cas que j'ai vus beaucoup. Et donc, de les prendre, enfin, de vraiment faire un apprentissage spécifique pour ces gens, puis peut-être de le faire à plusieurs niveaux, de se dire, tiens, je vais leur faire un petit webinaire spécifique, de les retester. Ceux qui continuent de cliquer, bah, c'est peut-être après d'aller discuter avec eux, d'essayer de comprendre. Et souvent, il y a une raison. Encore une fois, dans 99% des cas, il y a une raison pour laquelle la personne clique. Un exemple que je prends systématiquement, mais qui m'avait un peu marqué, c'est quelqu'un une fois était venu me voir en panique. Elle faisait partie de ces fameux récidivistes, genre 6 clics sur 6 à toutes ces campagnes. Puis elle me disait, bah, écoutez, moi, vos bonnes pratiques de cyber, si je les respecte, je peux plus travailler. Parce qu'en fait, c'est une personne qui recevait des mails de gens inconnus avec des pièces jointes inconnues et des expéditeurs inconnus. Elle me disait, si j'ouvre plus ça, je peux plus faire mon métier. C'est une personne qui faisait de l'assurance et qui recevait à longueur de journée des mails de gens bizarres qui envoyaient une photo prise avec leur téléphone d'une situation. Donc cette personne, on l'a sensibilisée différemment. Et donc c'est d'aller faire de l'apprentissage spécifique et en le faisant, on se rend compte à la fin, il y a peut-être un 1% qui va continuer de cliquer, puis ça, souvent, c'est des cas RH. C'est même plus des cas de cyber, donc ça, on envoie ça au RH. On a des gens qui sont des cas particuliers, qui doivent être traités par les RH. Et souvent, c'est de l'apprentissage, accentuer l'apprentissage pour ces gens-là. De les identifier, puis d'accentuer l'apprentissage, si je peux résumer.